Ça va? Vous êtes connectés? Vous êtes connectés? Bien. Alors, les formes cliniques maintenant. Alors, attendez. باش تطلع عليها قال عبالك وعندك 125 ميساج انت قال باش يشوفوا في واحد اخلاق ونسمعوا فيك ويهضر معاه. Maintenant, on a parlé de la thalassémie والصوره ما كانش majeure, on va parler de la thalassémie mineure. ما شرحتنا حتى حرف. Le thalassémie mineure, c'est le porteur sain. C'est le porteur sain. Donc, c'est un sujet qui n'est pas malade, c'est un sujet qui porte uniquement la tare, ce qui nous permet donc de détecter cette anomalie. C'est la présence au niveau de l'hémogramme d'une pseudopolyglobulie microcytaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un VGM qui est bas et un VGM, on va avoir un VGM qui est bas, une microcytose, et on va avoir un taux d'hémoglobine A2 qui est élevé, donc supérieur à 3,3%. Le thalassémique intermédiaire, lui, c'est une forme intermédiaire entre la majeure et la mineure, et c'est une définition purement clinique. Ce sujet-là a des anomalies génétiques additives où il a donc des mutations particulières qui font que la forme sera atténuée. Par exemple, il peut avoir aussi, en plus de l'anomalie génétique de la bêta-thalassémie, il va avoir une délétion en chaîne alpha. Donc, il aura dans ce globule rouge moins d'alpha, et on a dit que l'anomalie principale de la thalassémie, c'est la présence de chaîne alpha libre. Donc, la symptomatologie clinique sera moins sévère. Aussi, quelqu'un qui a encore il y a une production assez importante d'hémoglobine donc fœtale qui va de chaîne bêta, donc qui va réduire le fait qu'il y ait des chaînes alpha libres. Alors, ça va se manifester cliniquement par une bonne tolérance de l'anémie, une croissance satisfaisante. Rarement, on a un retard saturopondéral et on a une splénomégalie donc, qui est modérée. Biologiquement, c'est un taux d'hémoglobine qui est variable entre 7 et 10 grammes d'hémoglobine. Vous voyez, il n'a pas les 2 grammes d'hémoglobine comme un sujet thalassémique majeur. Alors, le traitement, le but du traitement, c'est d'assurer un maximum de confort et de vie, éviter et traiter les complications et au mieux obtenir Alors, le but est d'assurer un maximum de confort de vie, éviter de traiter les complications, au mieux obtenir une guérison. Les moyens, le traitement conventionnel de la bêta-thalassémie, c'est un programme transfusionnel à long terme si on ne fait pas une greffe de moelle osseuse, c'est-à-dire à vie, par des culoglobulaires phénotypés, des leucocytés, déplaquettés, chaque 21 jours ou un mois, pour obtenir un taux d'hémoglobine supérieur ou égal à 10 grammes par décilitre. À ce traitement transfusionnel à long terme, on doit associer un traitement chélateur du fer. Donc, on a 3 molécules utilisées. On a le déferoxamine qui est le Desferal en injection sous-cutanée, 5 jours sur 7, avec une micropompe parce que la meilleure chélation est la voie sous-cutanée. On a la défériprone, c'est des comprimés. Et on a le déferazerox aussi, c'est des comprimés. Si on assiste à un hypersplénisme, il faut aller faire sauter la rate, faire une splénectomie, bien sûr, après avoir réalisé une vaccination antipneumococcique et mettre une antibiothérapie correcte. Autre traitement de fond, donc il faut assurer une bonne vaccination selon le carnet vaccinal donc classique national, auquel il faut rajouter l'antipneumocoque, l'antiméningocoque et l'anti-hémophilie influençée. On les met systématiquement sous antibiothérapie prophylactique, la pénicilline orale, c'est pour les protéger contre les germes encapsulés. Et comme il y a une hémolyse chronique, donc il faut faire une supplémentation systématique en folate. Alors, d'autres thérapeutiques sont utilisées, telles que l'hydroxyurée. L'hydroxyurée, à la base, c'est un traitement, c'est de la chimiothérapie qui a été utilisée donc, chez les thalassémiques, surtout les thalassémiques intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'elle va stimuler la fonction du gène gamma. Donc, on va avoir encore une production de chaînes gamma qui vont se coupler avec les chaînes alpha et donc ils vont réduire ces alpha libres au niveau numérique. Donc, ça va permettre d'augmenter le taux d'hémoglobine donc de base des patients.
Le traitement de choix et le traitement curateur, c'est la greffe de moelle allogénique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un donneur HLA compatible. C'est la seule arme thérapeutique actuellement donc pour guérir une bêta-thalassémie majeure. À l'étude, c'est la thérapie génique, donc toujours à l'étude, ce n'est pas encore validé, mais c'est une arme thérapeutique prometteuse donc pour les bêta-thalassémies. La prévention, c'est occuper des parents. Maintenant on est occupé du patient, qu'en est-il des parents? Donc, il faut faire systématiquement un dépistage des porteurs en vue d'un conseil génétique. Donc, en Algérie actuellement, quand on tombe sur un couple de thalassémiques mineurs, donc il faut les informer qu'ils ont 25% de risque d'avoir des enfants malades. Et après, bon, c'est libre choix à eux pour qu'ils soient au courant de qui a ce risque-là. Alors, ailleurs, ils arrivent à faire le diagnostic anténatal. Donc, quand il y a une grossesse, ils font le diagnostic par une biopsie du trophoblaste précocement durant la grossesse. Et dans certains pays, c'est autorisé de faire donc l'interruption de grossesse. Et il y a le dépistage néonatal à la naissance pour permettre une prise en charge précoce. Le diagnostic préimplantatoire, il est utilisé dans certains pays, par exemple en Arabie Saoudite. Ainsi, ils ont pu contourner le problème donc, de l'avortement et bon, ça se base sur le fait d'une fécondation in vitro. Donc, plusieurs embryons sont fécondés et on recherchera la mutation chez les différents embryons et seul l'embryon sain sera implanté à la mort. Et je vous remercie. Alors, une seconde, on va faire le point avec le technicien par rapport à tout ça. Alors, on va attendre un petit moment, le temps qu'il y ait le technicien pour régler ce problème et on va continuer. Alors, si vous avez des questions, il faut les poser par écrit et on répondra à ces questions. Alors. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, je vais essayer de répondre aux différentes questions et après, on verra. Alors, c'est quoi la différence entre splénomégalie et hypersplénisme? L'hypersplénisme est secondaire à la présence d'une grosse rate, une grosse splénomégalie. La rate, quand elle augmente de volume, son pouvoir phagocytaire augmente. Donc, elle va absorber et elle va, si vous voulez, séquestrer plus de globules rouges, plus de globules blancs et plus de plaquettes, ce qui va donner une pancytopénie et une pancytopénie et des besoins transfusionnels élevés. Alors, deuxième question, répétez les dernières parties des complications. Alors, les complications, on l'a dit, principalement, c'est la surcharge en fer, c'est l'hémochromatose. Donc, le fer va se déposer dans les différents organes, le foie, le cœur, au niveau des glandes endocrines, et ça va donner, donc, ça va entraîner des fibroses au niveau de ces organes-là, et ça va être à l'origine d'un tableau d'hémochromatose. C'est pour cela qu'il faut lutter contre cette surcharge en fer en donnant un traitement qui est la. L'autre question, quel est le mécanisme de la fragilité osseuse? Il y a deux mécanismes, c'est l'expansion de la moelle osseuse, c'est le tissu hématopoïétique, il y a une hyperactivité de la moelle parce qu'il y a une augmentation de l'érythropoèse. On est dans l'os au détriment de la corticale.
d'une part. D'autre part, le fait qu'il y ait une surcharge en fer aussi, il va y avoir un dépôt au niveau également de la trame osseuse, ça va fragiliser l'os. Et trois, quand vous avez une hypoparathyroïdie, complication de l'hémochromatose, ça va donner un trouble du métabolisme phosphocalcique et automatiquement, donc, ça va être exposé à des anomalies osseuses, ostéoporose et des fractures. Pourquoi on fait la vaccination antipneumococcique? Pourquoi? Parce que ce sont des sujets qui ont une immunité qui est réduite et essentiellement après une splénectomie. Donc, le temps, pardon une seconde. On est, ah oui, c'est bon? Ok, très bien. Ok. Donc, pourquoi on fait une vaccination antipneumococcique? Parce que si on doit faire une splénectomie, on va enlever un organe lymphoïde. Hein, la rate est un organe lymphoïde. Et donc, il faut prévenir les infections à pneumocoque. C'est pour cela qu'on fait une vaccination antipneumococcique. Il faut faire des rappels aussi de cette vaccination chaque 5 ans. Alors, l'autre question, c'est tout. Donc, pourquoi l'hyperplaquétose splénectomie? Alors, pourquoi? Parce que vous savez que la rate, c'est l'organe de séquestration, c'est le cimetière, si vous voulez, des éléments cellulaires. Et si vous faites une splénectomie, les plaquettes vont rester en circulation. On a une hyperplaquétose qui expose au risque de thrombose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment peut-on classer une thalassémie comme thalassémie intermédiaire? Oui, c'est une définition, une très bonne question. C'est une définition purement clinique. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire la part des choses sur le plan électrophorèse d'hémoglobine. La clinique, c'est un syndrome anémique mieux toléré. Il n'y a pas de retard de croissance. Il y a une rate, mais qui n'est pas la grosse rate. Sur le plan biologique, à l'FNS, vous avez un taux d'hémoglobine qui n'est pas très bas. Il varie entre 7 et 10 grammes par décilitre, contrairement à la thalassémie majeure qui est aux alentours de 2 grammes par décilitre. Sur le plan électrophorèse, ils ont le même profil électrophorétique que la thalassémie majeure. Donc, ce qui permet de faire la part des choses, c'est la clinique et c'est le taux d'hémoglobine. Et quand vous faites la génétique, vous allez trouver des anomalies génétiques surajoutées à la mutation de la bêta-thalassémie qui font que cette bêta-thalassémie intermédiaire est moins sévère que la majeure. Je répète, s'il y a une délétion en chaîne alpha, donc c'est une bonne chose pour lui parce qu'il va avoir moins de chaîne alpha libre pour le globule rouge, donc un globule rouge moins altéré. L'autre question, gravité des chaînes gamma libres. Il n'y a pas de chaîne gamma libre, hein. Il n'y a que des chaînes alpha libres parce qu'on a dit au début que 2 alpha est nécessaire partout, que ce soit dans la A1, la A2 ou la F pour produire les différents types d'hémoglobine. Si on donne la péniavie, on ne tombe pas sur une résistance, non, on ne tombe pas sur une résistance. Bien, je pense qu'on a eu assez de temps pour la bêta-thalassémie. Vous avez mon mail. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par mail et je vous en répondrai. Maintenant, le deuxième topo, c'est l'hémostase. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou qu'on fasse la pause et qu'on reprenne à 14h30? C'est comme vous voulez. On continue. Ok, très bien. Alors, le temps. Très bien. Allez, on va enchaîner alors. Alors, une seconde. Bien. Donc, on va parler maintenant de l'hémostase. Alors ça, on vous a parlé déjà de l'hémostase un peu partout en physiologie, normalement. Et l'hémostase, c'est quoi? L'hémostase, c'est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui visent à maintenir le sang à l'état d'une part, une seconde. Une seconde. Excusez-moi, un petit souci. Bien. Alors, qui vise à maintenir donc le sang à l'état fluide en intravasculaire, donc pour éviter l'apparition de thrombose, et d'autre part, s'il y a une brèche vasculaire, qu'on puisse l'arrêter.
Donc, c'est l'ensemble de tous ces mécanismes-là qui vont faire intervenir différents acteurs, différents facteurs qui vont travailler de façon intriquée pour assurer cet équilibre donc, entre arrêt d'enseignement et un défaut de enfin, lutter contre la production de thrombose. Alors, l'hémostase, elle comprend 3 temps, l'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse. Ce sont 3 temps qui se succèdent dans le temps, une étape prépare l'autre. Le premier temps, c'est l'hémostase primaire, c'est le premier temps qui va intervenir, secondairement la coagulation et troisièmement, une fois que la coagulation a joué son rôle, donc la fibrinolyse pour dégrader ce qui a été produit et reperméabiliser le vaisseau. Alors, premièrement, l'hémostase primaire, c'est le premier temps. Quand vous avez une brèche vasculaire, c'est la première à être déclenchée et elle peut arrêter à elle seule le saignement d'un petit vaisseau. Alors, quels sont les acteurs de l'hémostase primaire? Les différents acteurs de l'hémostase primaire, ce sont d'abord la paroi vasculaire qui est constituée, ça vous le savez, par 3 tuniques de l'intérieur à l'extérieur, l'intima, la média et l'adventice. L'intima, elle est constituée d'endothélium, de cellules endothéliales qui jouent un rôle très important dans l'hémostase donc primaire et également dans la coagulation. Donc, les cellules endothéliales vont sécréter, on va le voir, différentes substances qui vont intervenir à différents niveaux, et le sous-endothélium, donc qui est la surface catalytique sur laquelle elle va donc se dérouler tout ce processus. Deuxième couche, c'est la média, elle est formée de fibres musculaires lisses, donc qui vont intervenir au moment de la vasoconstriction, donc vasculaire. L'adventice, constitué essentiellement donc de collagène, c'est le tissu de soutien. Deuxième élément de l'hémostase primaire, c'est les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des cellules anucléées, ce sont des tout petits éléments figurés du sang et qui sont secondaires à la fragmentation du cytoplasme du mégakaryocyte, qui est la cellule mère, qui est le progéniteur. Et ils circulent donc au niveau plasmatique sous forme inactivée, heureusement, parce que sinon, ils vont déclencher toute une cascade de la coagulation. Leur durée de vie est de 4 à 8 jours. La structure, ils sont constitués donc d'une membrane cytoplasmique qui est très importante parce qu'elle est le siège de récepteurs de glycoprotéines sur lesquels vont se dérouler tout le processus donc de l'hémostase primaire. Le cytoplasme contient des vésicules, contient des granules. Ces granules-là vont jouer également un rôle quand ils vont déverser les substances agrégantes. Troisième élément qui est essentiel dans l'hémostase primaire, c'est les facteurs plasmatiques. On en a 2. Le facteur von Willebrand, qui est une glycoprotéine, donc dans la synthèse est codée par un gène, c'est le gène qui code la synthèse du von Willebrand. Il est principalement synthétisé par la cellule endothéliale qu'on a vu tout à l'heure de l'intima et par le mégakaryocyte. Alors, le facteur von Willebrand circule au niveau plasmatique couplé au facteur 8, donc anti-hémophilique A, qu'il protège contre la protéolyse. Donc, si je n'ai pas de facteur von Willebrand, il va y avoir une dégradation rapide donc, de ce facteur 8. Le deuxième élément nécessaire, c'est le fibrinogène. Donc, le fibrinogène, il est produit principalement au niveau du foie. Alors, comment ça va se passer cette hémostase primaire? Donc, quand vous avez une brèche vasculaire, le premier temps, c'est le temps vasculaire. Il va y avoir une vasoconstriction réflexe qui vise donc à rapprocher les 2 berges donc, de la lésion. Ensuite, il va y avoir le temps plaquettaire. Le temps plaquettaire, il y a une brèche schématiquement, c'est mis ici. Donc, vous avez une brèche vasculaire. Les plaquettes sont en circulation sous forme inactive. Quand il y a une brèche vasculaire, le sous-endothélium, il est mis à nu. Le sous-endothélium, c'est une surface catalytique. C'est sur cette surface-là que va se dérouler l'hémostase. Les plaquettes vont venir adhérer au sous-endothélium grâce à une colle qui va les coller. C'est le facteur von Willebrand qui est libéré par des cellules endothéliales. Je répète, vous avez une brèche vasculaire, donc il va y avoir une lésion endothéliale. La lésion endothéliale va mettre à nu le sous-endothélium, qui est la surface catalytique qui va supporter cette coagulation. Donc, les plaquettes qui sont en circulation sous forme inactive au niveau plasmatique vont venir se fixer au sous-endothélium grâce à une substance qu'on appelle le facteur von Willebrand. Pourquoi? Parce qu'il a un site récepteur propre à lui, à la surface de la plaquette, qui est la glycoprotéine 1B. On a parlé tout à l'heure de la membrane plaquettaire qui était importante
Voilà, l'un des éléments de l'importance de cette membrane, c'est qu'elle a un récepteur du van Willebrand qui est la glycoprotéine 1B. De là, on va avoir une adhésion des plaquettes au sous-endothélium. Les plaquettes, elles étaient en circulation sous forme inactive, elles vont adhérer au sous-endothélium, elles vont être activées. Quand elles vont s'activer, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont déclencher le métabolisme de l'acide arachidonique, vous l'avez fait en biochimie, c'est une cascade enzymatique et on va passer de l'acide arachidonique jusqu'à la production d'une substance agrégante qui est le thromboxane A2. Et on est dans la plaquette, on est dans le cytoplasme, on est dans les vésicules plaquettaires. Donc, ce thromboxane A2 va jouer un rôle dans l'agrégation tout à l'heure plaquettaire. Alors, je vous dispense du détail des activations enzymatiques, mais il y a une enzyme qui est très importante que vous devez connaître, c'est la cyclooxygénase. La cyclooxygénase est une étape de cette cascade enzymatique de la production du thromboxane A2 de l'acide arachidonique. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait en cardio, vous allez le faire. Il y a des médicaments qu'on appelle anti-agrégats plaquettaires. Donc, ils luttent contre l'agrégation plaquettaire et dans le site d'action et l'inhibition de cette enzyme cyclooxygénase, telle que l'aspirine par exemple. Son action, c'est d'inhiber cette enzyme, donc la cyclooxygénase, d'où l'effet anti-agrégat. Donc, elle a déclenché le métabolisme de l'acide arachidonique, elle a produit du thromboxane A2. Deuxième chose, c'est qu'elle va changer de forme. La plaquette, elle va complètement changer de forme. Elle va émettre des canaux calciques en intracytoplasmique pour préparer l'ouverture des vésicules vers le milieu extra-plaquettaire. Et c'est la sécrétion donc, de contenu de ces granules au niveau du milieu extra-plaquettaire pour aller faire agréger d'autres plaquettes sur la première couche plaquettaire. Alors, ce que vous voyez ici est la suite de la première étape. Je l'ai séparé pour que vous voyez uniquement de façon correcte. Donc, la continuité, c'est qu'il y ait un recrutement d'autres plaquettes inactives sur cette monocouche de l'adhésion. Les plaquettes vont se coller les unes aux autres grâce à quoi? Grâce à des substances agrégantes. Et parmi les substances agrégantes, on a le fibrinogène. Le fibrinogène va adhérer aux plaquettes. Pourquoi? Parce qu'il a un site récepteur propre à lui, à la surface de la plaquette, qui est la glycoprotéine 2B3A. Donc, vous voyez, on revient à l'importance de la membrane plaquettaire. Donc, le fibrinogène va se fixer sur cette plaquette. Pourquoi? Parce qu'il a un récepteur propre à lui, qui est la glycoprotéine 2B3. Ainsi, on va voir apparaître un thrombus plaquettaire. Donc, le temps plaquettaire, c'est l'adhésion, l'activation et l'agrégation plaquettaire. Le résultat, c'est la production donc de ce thrombus. Quand il s'agit d'un petit vaisseau, tel qu'un capillaire, ça peut arrêter le saignement. Sinon, l'hémostase primaire va faire déclencher et préparer la coagulation, qui est le deuxième temps de l'hémostase. Alors, la coagulation, quels sont les acteurs de la coagulation? On a d'abord des acteurs et des éléments cellulaires. C'est toujours la cellule endothéliale, vous le voyez, et les monocytes. La cellule endothéliale, pourquoi? Parce qu'elle va produire du facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, c'est le facteur activateur de la coagulation. Donc, quand il y a une lésion vasculaire, quand il y a une brèche, il va y avoir libération de ce facteur tissulaire et on va le voir, c'est le produit catalyseur de la coagulation. Deuxième élément important, c'est les plaquettes. Donc, les plaquettes, c'est sur la plaquette qu'on a vue tout à l'heure, sur le thrombus plaquettaire, que va se dérouler toute la coagulation. Pourquoi? Ça va se faire sur le phospholipide de la bicouche cytoplasmique, donc plaquettaire, qui constitue donc la surface catalytique. Et troisième élément, ce sont les facteurs donc plasmatiques, les facteurs de la coagulation. Ce sont des proenzymes qui sont synthétisés pour leur majorité au niveau du foie. C'est des protéines. Pour leur synthèse, il faut qu'il y ait des gènes. Donc, s'il n'y a pas le gène, il n'y aura pas le facteur plasmatique et je risque d'avoir une maladie hémorragique. Alors, certains facteurs nécessitent pour leur production la présence de vitamine K et on les appelle facteurs vitamino K dépendants. Quels sont ces facteurs? C'est le facteur 2, le facteur 7, le facteur 10, le facteur 9. On va parler tout à l'heure donc des éléments inhibiteurs de la coagulation. Alors, ces facteurs plasmatiques circulent sous forme inactive, comme des plaquettes, et quand on a besoin de ces enzymes, on doit les activer. On va les activer comment? Par une réaction de carboxylation. Alors, il existe différents types de facteurs plasmatiques, à chacun un chiffre romain et une dénomination bien déterminée que vous devez connaître.
comment ça va se dérouler donc la coagulation? La coagulation, elle va se dérouler. Alors, avant, il y avait un concept classique. Il y avait une voie endogène, une voie exogène. Ça, c'est quand on avait fait nous médecine dans le temps, hein. Maintenant, ça a changé, mais il est important de connaître l'ancien concept pour comprendre l'exploration de la coagulation. Alors, la voie endogène, voie exogène. Endogène, exogène par rapport à quoi? C'est par rapport aux substances qui vont déclencher cette voie. Alors, dans la voie endogène, ce sont des substances propres à la paroi vasculaire. Donc, ces substances-là vont activer le facteur 12. C'est une cascade enzymatique d'activation. On va activer le facteur 12. Le facteur 12 activé va activer le facteur 11. Le facteur 11 activé va activer le facteur 9. Le facteur 9 activé va se coupler au facteur 8 activé, plus le calcium, plus le phospholipide plaquettaire, puisqu'on est à la surface de la plaquette. Ainsi, on va activer le facteur 10. Donc, le résultat, c'est l'activation d'indice. La voie exogène, elle fait intervenir le facteur tissulaire, qui est produit par la cellule endothéliale, on l'a vu. Alors, le facteur tissulaire, quand il est libéré, il va activer le facteur 7. Le facteur 7 activé va activer le 10. Donc, vous voyez, voie endogène, voie exogène, c'est une cascade d'activation dont le résultat, c'est l'activation du facteur 10. C'était l'ancien concept, le concept classique. Alors, le nouveau concept, c'est que tout passe par le facteur tissulaire. Donc, la voie exogène, c'est la principale voie d'activation. Donc, si vous avez du facteur tissulaire en excès, vous allez activer directement le facteur 10. Là, ça a bougé, hein, attention. On va activer le facteur 10. Si vous avez du facteur tissulaire en petite quantité, vous allez activer le facteur 9, qui lui va se coupler avec le 8, avec le calcium, avec le phospholipide, et ainsi il va activer donc le 10. Donc le résultat, c'est l'activation donc du facteur 10. Une fois que le 10 est activé, il va se coupler avec le facteur 5, plus le calcium, plus le phospholipide donc plaquettaire. Tout ça va constituer une enzyme qu'on appelle prothrombinase. ASE, c'est enzyme. Prothrombine. Donc, c'est l'enzyme qui va cliver la prothrombine et c'est la thrombinoformation. On aura la formation de thrombine. Donc, première étape, on a activé le facteur 10. Deuxième étape, on a produit de la thrombine, c'est la thrombinoformation. La thrombine formée va aller dégrader le fibrinogène en fibrine et c'est la fibrinoformation. Fibrine, c'est fibre. On va avoir la formation de fibres, donc des filaments qui vont enchevêtrer avec eux des globules rouges et c'est pour ça qu'on parle d'un thrombus rouge. Et ça va former comme une pelote de laine et toujours on est sur le thrombus plaquettaire. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une suite logique, une cascade enzymatique étape par étape pour arriver à ce résultat-là. Alors, cette fibrine constituée, elle va colmater normalement la brèche, mais après avoir été stabilisée. Stabilisée grâce à quoi? Grâce à un facteur 13. Parce que la fibrine qui est constituée, elle est instable au début, elle risque d'être emportée par le courant circulatoire et donc la brèche vasculaire va encore ressaigner. Donc il faut qu'il y ait un agent stabilisateur, un facteur stabilisateur qui est le facteur 13 qui va encore fixer la fibrine à la paroi vasculaire et ainsi le caillou formé il va jouer son rôle hémostatique. Si je n'ai pas le facteur 13, si je n'ai pas le gène qui code la synthèse du facteur 13, je vais avoir une maladie hémorragique parce que la fibrine est constituée, mais elle n'arrive pas à jouer son rôle, donc d'arrêter le saignement. Est-ce que c'est clair? S'il y a des questions, vous me les écrivez au fur et à mesure et on en répondra tout à l'heure. Alors, il y a des éléments qui vont activer la coagulation et il y a des éléments qui vont inhiber la coagulation. Il y a des facteurs inhibiteurs, heureusement, pour qu'il y ait un équilibre. Sinon, on va avoir des thromboses un peu partout. Alors, quels sont les facteurs qui vont inhiber la coagulation? D'abord, vous avez l'antithrombine 3. L'antithrombine 3 est une glycoprotéine, donc dans la synthèse est codée par un gène, produite principalement au niveau du foie, et elle joue un rôle inhibiteur sur le facteur 10 et sur la thrombine. C'est le site d'action de l'héparine. Si vous avez fait de la cardio, donc l'héparine augmente l'activité de l'antithrombine 3. Deuxième facteur, c'est la protéine C, qui est aussi une glycoprotéine dont la synthèse est codée par un gène, et c'est une protéine dont la synthèse est vitamino-K dépendante. Donc, elle permet d'inactiver le facteur 5 et le facteur 8.
Troisième élément, c'est la protéine S, elle aussi une glycoprotéine, elle aussi vitamine K dépendante, synthétisée au niveau du foie, mais c'est un cofacteur de la vitamine C, elle ne travaille pas seule, il faut qu'il y ait donc elle est nécessaire pour le fonctionnement de la protéine C. Donc, on a vu jusqu'à présent l'hémostase primaire, on a vu la coagulation, la fibrine constituée. Une fois que la fibrine a joué son rôle, elle a arrêté le saignement. Il ne faut pas que ce caillou reste au niveau vasculaire parce que sinon, il va continuer à activer les plaquettes en circulation et les facteurs plasmatiques en circulation. Donc, il faut aller dégrader cette fibrine une fois qu'elle a joué son rôle grâce au processus de la fibrinolyse. Fibrino, c'est fibrine, lyse, c'est dégradation. Donc, la fibrinolyse, elle va se faire grâce à quoi? Grâce à la plasmine, qui est le résultat d'une dégradation du plasminogène, lui-même est produit au niveau du foie. Donc, la plasmine, elle va agir sur la fibrine constituée et elle va la dégrader pour donner des produits de dégradation de la fibrine. Si vous avez fait de la cardio, alors généralement, quand on suspecte une thrombose, on demande des PDF. On demande des dédimères, c'est l'équivalent des dédimères. Donc, pour voir, on va constater si le taux de dédimère de PDF est élevé, c'est qu'on est en train de dégrader une fibrine constituée. Donc, c'est un signe de thrombose. Et ainsi, le vaisseau va être reperméabilisé après avoir arrêté le saignement et que la brèche vasculaire soit colmatée. Alors, l'exploration de l'hémostase. Alors, l'hémostase primaire, d'abord, étape par étape. On va explorer tous les acteurs de différentes étapes. Donc, les acteurs de l'hémostase primaire, vous avez les plaquettes. Donc, on va faire une NFS donc, pour avoir le taux de plaquettes. Une FNS doit systématiquement être complétée, vous l'avez fait par un frottis sanguin qui permet d'apprécier la morphologie donc, des plaquettes et d'évaluer de façon semi-quantitative leur nombre. Deuxième élément qui permet l'exploration donc, des plaquettes, avant, c'était le temps de saignement. Le temps de saignement, chacun de vous l'a vu certainement, c'est on fait saigner le malade par deux méthodes, soit la méthode de Duke, ce que vous avez vu probablement, c'est une petite incision au niveau du lobe de l'oreille. Donc, on fait une incision de 1 cm de longueur sur 1 mm de profondeur. Une fois que je fais mon incision, je déclenche mon chronomètre. Et avec un papier buvard, je vais collecter les gouttes de sang. Une fois que le saignement s'arrête, je vais arrêter mon chronomètre. Je vais avoir un temps en minutes. Généralement, il doit être inférieur à 6 minutes. Mais c'est une technique qui a été abandonnée. Pourquoi? Parce qu'elle est dépendante du technicien. Si le technicien fait une lésion plus profonde que 1 mm, je vais avoir un temps de saignement allongé. On va se dire que c'est pathologique alors que c'est faux parce que la technique n'a pas été faite correctement. C'est pour ça que ces examens-là ont été abandonnés. La méthode Divi, elle consiste de faire une incision au niveau de l'avant-bras sous la pression du brassard du tensiomètre à 4 mm de mercure. Et le même principe, je fais des incisions, je déclenche mon chronomètre, je collecte au papier buvard les gouttes de sang et quand le saignement s'arrêtera, j'arrêterai mon chronomètre. Mais ce sont des techniques qui sont abandonnées et qui ont été remplacées par le temps d'occlusion in vitro. C'est au laboratoire, on va évaluer un petit peu ce temps de saignement grâce à un automate qu'on appelle le PFA 100. Deux examens spécifiques, donc si on suspecte une anomalie qualitative et de fonctionnement plaquettaire, on doit faire l'étude des fonctions plaquettaires, donc on va prendre les plaquettes du sujet si vous voulez au laboratoire et on va étudier leur adhésion et leur agrégation. On va également étudier donc la structure des plaquettaires. Je repartage. Voilà. Donc, on va prendre les plaquettes et on va étudier leur adhésion, leur agrégation et également leur structure. Donc, surtout la présence ou pas de ces granules donc, qui contiennent des substances agrégantes. Alors, on va également explorer le facteur de von Willebrand. On a dit qu'il joue un rôle dans l'adhésion plaquettaire. Donc, on va rechercher l'antigène von Willebrand. Est-ce qu'il est présent ou pas? Est-ce que la protéine est là ou pas? D'une part. Et d'autre part, est-ce que sa fonction est correcte ou pas? Voilà.
Alors, autre examen à faire également, il faut aller rechercher, quand on suspecte une thrombopathie, la présence de ces glycoprotéines à la surface de la plaquette ou pas. Les glycoprotéines 1B pour la fixation du facteur von Willebrand, 2B3A pour le fibrinogène. Et ainsi, on aura exploré en l'hémostase primaire, l'hémostase donc primaire. Voilà. Alors, l'autre... Pardon, hein, excusez-moi. Bien. L'autre chapitre, c'est l'exploration de la coagulation. Donc, l'exploration de la coagulation se base essentiellement sur l'exploration de la voie endogène et de la voie exogène. C'est pour ça que je vous ai dit, vous gardez en tête les deux voies pour comprendre l'exploration. Alors, le TP, le temps de prothrombine, explore la voie exogène. Il nous permet d'explorer le facteur 7 et également la voie commune, donc le facteur 10 et le facteur 5, ainsi que le facteur 2. Alors, le principe du TP, le TP, c'est le temps de prothrombine. Alors, on prend le plasma du patient, on le met en contact avec du facteur tissulaire, on le met au bain-marie à 37 degrés. Quand je fais le mélange, je déclenche mon chronomètre. Et je vais observer l'apparition de la fibrine. Quand la fibrine est formée, j'arrête mon chronomètre, je vais avoir un temps qui est exprimé en secondes. Alors nous, avant, on le faisait au crochet, c'est-à-dire comme le crochet à tricoter, hein, on cherchait la fibrine dans le tube de la coagulation. Maintenant, les automates, ils le font de façon systématique, ils vous donnent les résultats à la finale. Mais c'est important de comprendre le concept. Donc, vous avez un temps. Ce temps, quand vous l'avez, on va l'exprimer en pourcentage. On va convertir le temps en pourcentage. Et quand on vous donnera des résultats, ce sera un pourcentage. Et la valeur normale variera entre 70 et 100%. Du TP également, on va faire sortir l'INR pour les sujets qui sont sous antivitamine K. C'est l'élément de surveillance donc, du traitement. L'INR, c'est quoi? C'est un rapport entre le témoin malade à la puissance d'un indice qu'on appelle l'ISI, donc donné par les différents laboratoires du réactif spécifique. Alors, là, on l'a fait, donc voilà. Donc, on fait un mélange. Attendez. Alors, deuxième élément, c'est le temps de Céphalline-Kaolin. Donc, il permet d'explorer la voie endogène. Donc, il va explorer le facteur 12, le facteur 11, le facteur 8, le facteur 9, mais également le facteur de la voie commune, le 1, le 2, le 5 et le 10. Alors, le principe, c'est qu'on prend le plasma du patient au bain-marie à 37 degrés. On va lui mettre un activateur du facteur 12 et on va déclencher le chronomètre et on va surveiller de la même manière donc la formation de la fibrine. Une fois que la fibrine est formée, on arrête notre chronomètre et on aura un temps exprimé en secondes. Et le rapport toujours est exprimé en secondes et ce temps doit être toujours rapporté à un témoin normal. Le rapport entre les deux doit être inférieur à 1,2. S'il est supérieur à 1,2, on dira que le TCK est allongé, donc on a un problème dans la voie endogène ou dans la voie commune. Troisième examen, donc TP-TCA, c'est le taux de fibrinogène. Donc, on va doser le fibrinogène, on va doser la fonction du fibrinogène. C'est l'étude chronométrique et la valeur normale varie entre 2 et 4 grammes par litre. On peut rechercher également l'antigène de façon immunologique, mais bon, c'est vraiment dans certaines situations pathologiques extrêmement rares. Mais si on a la fonction du fibrinogène, c'est que la molécule, elle est là. Alors, le TP, le TCA et le fibrinogène, ce sont des tests de base pour explorer de façon basique l'hémostase et la coagulation de façon globale. Et s'il y a une anomalie, il faut aller doser les facteurs de façon spécifique et de façon rationnelle. Si j'ai un TP qui est par exemple bas avec un TCA qui est allongé, ça veut dire que c'est la voie exogène, ça veut dire que c'est le 7. Donc, s'il n'y a pas de maladie hépatique, il faut aller doser uniquement le 7. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis de manière rationnelle. Alors, troisième élément, c'est l'exploration de la fibrinolyse, l'exploration du deuxième temps de l'hémostase, et l'exploration elle se fera par la recherche donc, des PDF, des dédimères, quand on suspecte une thrombose. Voilà, et je vous remercie, et j'attends vos questions.